Alors, bonjour à tous. Je me présente, je suis Sandrine Larry, votre hypno-coach spécialiste en profil atypique, au potentiel, multipotentiel et aussi hypersensible, tout ça au féminin. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir pour la deuxième fois dans ma série Les experts hyper, Saverio Tomasella. Alors, Saverio, juste pour dire rapidement qui tu es psychanalyste, écrivain, docteur en sciences. Tu as aussi fondé la journée de la sensibilité, je crois, le 13 janvier. Tu as aussi fondé l'Observatoire de la sensibilité et on peut trouver aussi un site internet, je leur mettrai en dessous si les gens veulent aller voir en dessous de la vidéo. Et tu es l'auteur de plein de livres sur l'hypersensibilité ou l'ultrasensibilité, on verra plus tard, notamment le best-seller Hypersensible, trop sensible pour être heureux ou À fleur de peau, qu'on a aussi beaucoup aimé. Donc voilà, et moi ce que j'aimerais dans le début de cette interview, c'est que tu te représentes brièvement en me disant voilà, quelles sont les choses importantes à savoir sur toi par rapport à l'hypersensibilité et comment tu en es venu à ce sujet. Ce qui est important, c'est que ça fait 20 ans que je cherche sur la sensibilité humaine et Oui, la sensibilité élevée. Donc, ce n'est pas quelque chose de récent dans ma vie et dans mon travail. C'est vraiment une recherche de longue haleine. Et je crois que c'est important de le dire parce que c'est tout de même un champ de recherche très récent, hein. Le premier livre d'Hélène Aron sort en 1996. Il est et c'était traduit hier. en France, en français, en tout cas en francophonie, en 2008. Voilà, on est en 2021. On parle beaucoup de l'hypersensibilité dans les pays francophones depuis 2018 seulement, Mhm, mhm. 2018, hein. Et là, particulièrement ces derniers mois, mais ce que je voulais simplement dire, c'est que moi, ça fait très longtemps que je cherche sur ce thème et que plus je cherche, plus je me rends compte que c'est un très vaste continent, que finalement, il n'y a pas une seule façon d'être hautement sensible, on le verra, et que ce qui est important, c'est que chacune, je vais essayer de dire chacune parce que je sais que ça t'adresse surtout à des femmes, chacun, en tout cas chacune de vous, vous puissiez connaître, exprimer, valoriser votre propre sensibilité élevée parce que personne ne se ressemble. Donc ça, c'est me concernant les recherches, c'est vrai que au début, comme c'était pas du tout connu, j'ai cherché de façon assez tranquille, dans un rythme assez lent. Et puis, comme les choses se sont emballées en francophonie, c'est vrai que là, on a tous et toutes du mal à suivre les études qui arrivent. Et donc, c'est pour ça, Sandrine, c'est super ce que tu fais, parce que tu nous permets de donner des repères essentiels sur ce qui est important de connaître concernant la sensibilité élevée et la façon de la vivre au mieux. Donc il y a ça. Après, sinon, j'ai créé effectivement l'Observatoire de la sensibilité en 2016 parce que je me rendais compte que tout seul, c'était difficile de faire face à tout ce qu'il y avait à chercher et que cet observatoire, il a évolué. Alors au début, on l'a appelé l'Observatoire de l'ultrasensibilité. Maintenant, c'est l'Observatoire de la sensibilité. Nous sommes plusieurs. C'est un observatoire bénévole puisqu'on n'a pas de subvention. Tout le monde fait ça le soir, le week-end, en vacances, en plus de son travail. Mais il y a beaucoup de personnes, beaucoup de satellites autour de cet observatoire, dont des personnes que tu vas interviewer, comme Pascal Michelon, qui sont des personnes très sérieuses, très rigoureuses, qui cherchent vraiment sur la sensibilité élevée et le haut potentiel depuis longtemps, et en qui on peut vraiment avoir toute confiance. Alors oui, alors tu te rappelles notre première interview et j'invite les gens à aller la voir, elle était très intéressante. On a parlé de l'hypersensibilité dans sa globalité. Et aujourd'hui, j'ai souhaité qu'on se focus un petit peu plus sur le travail, puisqu'on y passe des fois 8 à 10 heures par jour. Et c'est souvent là où c'est le plus difficile de gérer. Mm. En plus, quand on est une femme hypersensible, il peut y avoir encore beaucoup plus de difficultés à le gérer. Donc, ce qui serait déjà intéressant, c'est de se dire justement, il y a plein de recherches sur le sujet, plein de définitions, on entend parler plein de choses. Il y a peut-être plein de gens qui se reconnaissent dans ce profil. C'est un peu l'effet Barnum où tiens, on voit deux descriptions sur le profil et on se dit tiens, je suis hypersensible. On entend beaucoup de vocabulaire, hyperémotivité, ultrasensibilité, hypersensibilité. Est-ce qu'on peut juste faire un tout petit peu de tri avant de commencer sur le travail et sur ces définitions? Oui, Sandrine, c'est une excellente idée pour que chacune et chacun puisse se repérer. Alors, euh, avant Hélène Aron, en 1996, on ne parlait pas de sensibilité élevée. Il y a des auteurs depuis longtemps, hein, parce qu'au IIIe siècle, Arrêté de Cappadoce, un médecin grec qui est l'inventeur de l'hôpital, parlait d'une constitution délicate ou d'une constitution sensible. Donc il avait déjà
repéré qu'une partie de la population avait une sensibilité particulière, une sensibilité élevée. Puis il y a eu d'autres auteurs, notamment Dabrowski, qui est connu Mhm. des personnes à haut potentiel, qui parle d'hyperstimulabilité ou d'hyperstimulation. Et puis il y a Jung aussi, à peu près à la même période, enfin un peu plus tôt, qui valorise la sensibilité, mais personne ne parle avant Hélène Aron de sensibilité élevée. Donc, à partir d'Hélène Aron, qui est la pionnière dans le domaine de recherche de la sensibilité élevée, on commence à parler de haute sensibilité. Et l'avantage qu'ont les anglo-saxons et les francophones qui traduisent, qui sont proches de l'anglais, comme les Canadiens par exemple, et qui traduisent littéralement à partir de l'anglais, c'est qu'on garde le mot sensibilité et on va simplement la caractériser. C'est une sensibilité élevée, c'est une haute sensibilité, on est hautement sensible, on est un grand sensible. Et ça a un grand avantage, c'est que la sensibilité, c'est le propre de l'être humain. Simplement, on dit que certains des humains sont plus sensibles que d'autres. Donc déjà, dans cette façon de parler, haute sensibilité, sensibilité élevée, grande sensibilité, on donne la définition finalement, Mhm. qui est une sensibilité supérieure à la moyenne. Et dans ce supérieur à la moyenne, ça va aussi dépendre de chaque personne. Parce que il y a des degrés de sensibilité élevée. Et chacune et chacun, comme je le disais, est différent. Donc c'est pour ça que moi je préfère parler de haute sensibilité et de sensibilité élevée. Mais il se trouve que la traductrice d'Hélène Aron en 2008 a choisi, et c'est comme ça, hein, c'est des choix de traducteurs et traductrices, elle a choisi de dire hypersensibilité. Donc en francophonie, surtout en France d'ailleurs, en francophonie, les gens sont habitués à ce terme hypersensibilité. Pour moi, il a au moins deux défauts importants. Le premier, c'est que en langue française, le préfixe hyper, il est souvent péjoratif. Et particulièrement en ce qui concerne la sensibilité élevée, moi, dans toute mon enfance et mon adolescence, alors qu'on ne connaissait pas la sensibilité élevée, mes parents ne cessaient de me dire tu es hypersensible, tu es trop sensible. C'était synonyme, c'était un reproche. Par ailleurs, en dehors de ça, il y a le fait que le mot hypersensible ou hypersensibilité, c'est un mot qui est issu du vocabulaire médical depuis le XVIIIe siècle, mais ça s'est renforcé ces derniers temps. Et par exemple, si vous prenez une notice de médicament, vous allez voir, sauf hypersensibilité à l'un des composants. Ça veut dire que hypersensibilité en médecine, c'est un synonyme d'allergie ou d'intolérance, et ça a même été un synonyme au XIXe siècle de neurasthénie, donc une certaine forme de dépression, de neurasthénie, puis plus tard de spasmophilie. Or, la sensibilité élevée, ça n'est pas un problème médical, ça n'est pas une maladie, c'est un tempérament, ça aussi c'est une définition de la sensibilité élevée, c'est un tempérament, donc moi je trouve qu'il vaut mieux ne pas utiliser un terme médical. C'est pour ça que pendant de longues années, j'ai proposé le terme ultrasensible ou ultrasensibilité, parce qu'en cherchant avec une amie qui est professeure de lettres, elle me disait, tu sais, ultra, dans la langue française, c'est quelque chose de valorisant. Donc, quand on dit ultra sensible, ça veut Absolument. dire beaucoup sensible, mais très bien sensible. Je caricature, mais c'est ça que ça veut dire. Donc, on a beaucoup parlé d'ultrasensibilité, et puis on s'est rendu compte que ça ne prenait pas sur certaines personnes qui souhaitaient garder hypersensible. Donc, en faisant une étude en 2019 qui était très intéressante, une étude de l'Observatoire de la sensibilité auprès de personnes francophones, donc canadiennes, belges, suisses et françaises, pas encore les francophones d'Afrique ou d'Océanie, mais en tout cas francophones du Nord, on va dire, on s'est rendu compte que les personnes qui tiennent vraiment au mot hypersensible sont des personnes qui ont du mal à vivre leur sensibilité élevée, alors que les personnes qui, grâce à une thérapie, un chemin personnel ou des ressources qu'elles ont trouvées en elles, euh, apprécient finalement leur sensibilité élevée parce qu'elles ont réussi à en faire quelque chose, ces personnes-là aiment bien le terme ultrasensible. Et que ça nous a permis, finalement, de départager un peu la grande famille des personnes hautement sensibles entre hypersensibles qui ont du mal à vivre cette particularité et ultra-sensibles, qui sont d'ailleurs plutôt des personnes créatives ou entreprenantes et qui vivent mieux leur particularité de haute sensibilité. Alors, ça, c'est pour les mots. Sachant que de toute façon, on sait bien que hypersensible, ultrasensible, hautement sensible, c'est la même famille de la sensibilité élevée. Donc, il n'y a pas de grand problème. Mais il y a des nuances. Voilà. Concernant les définitions, la définition officielle, moi je pense que c'est toujours important de la rappeler, qui est donnée par Hélène Aron et son équipe, c'est un traitement sensoriel approfondi des informations.
Donc la sensibilité élevée, c'est un traitement sensoriel approfondi des informations. Et chaque mot est important, traitement sensoriel approfondi des informations. Ça veut dire que les personnes hautement sensibles, qui représentent 31% de la population, d'après une dernière étude anglo-saxonne en 2018, D'accord. les personnes hautement sensibles, elles vont prendre plus de temps pour traiter chacune des informations. Et comme en plus on s'est rendu compte que leur thalamus, qui est le centre du tri, on pourrait dire, hein, du cerveau, le thalamus fonctionne plus lentement, justement pour permettre ce traitement sensoriel approfondi des informations, eh bien elles vont avoir l'impression d'être sans filtre. Ça veut dire de recevoir toutes les informations sensorielles, émotionnelles, cognitives, imaginatives, intuitives, empathiques et créatives. Toutes ces informations vont arriver sans filtre. Ce qui fait que nous avons besoin, je dis nous parce que je suis hautement sensible, nous avons besoin tout simplement de plus de temps pour traiter en profondeur les informations. Oui, c'est ce que je disais. À un moment donné, on a l'impression d'être branché sur un amplificateur, que tout nous apparaît et nous parvient de manière complètement amplifiée. Et des fois, oui, ça prend du temps de se dire, oula, qu'est-ce que j'en fais? Donc, si après ça, on peut donner aussi aux gens des conseils pratico-pratiques, on va le voir pour le vivre en entreprise, parce que des fois, il y a surstimulation sur tellement de facteurs qu'on subit. Je t'avais envoyé hier, par exemple, cette femme qui disait très bien, je subis tout et j'ai pu rester uniquement 3 semaines dans mon poste. La meilleure chose que j'ai pu faire, c'est de rester à la maison pour avoir moins de stimuli. Donc, on verra que non, c'est possible de le vivre en entreprise, mais que il faut se protéger et faire attention. Alors, du coup, si on veut connaître les principales caractéristiques d'un hypersensible, on parle de hyperstimulabilité, d'hyperesthésie aussi, des fois, c'est des sens qui sont plus particulièrement aiguisés que d'autres pour recevoir. Comment on peut savoir si on est hypersensible? Est-ce qu'il y a des tests et qu'est-ce que tu penses de ces tests? Alors, avant de répondre à la question des tests, je vais donner quelques repères rapides pour, là encore, en partant des recherches anglo-saxonnes, pour donner les critères de la sensibilité élevée, qui donc concernent autant les sensations, ce qu'on appelle l'hyperesthésie, les émotions, les sentiments, les intuitions, l'imagination et la pensée. Il y a 5 critères scientifiques prouvés maintenant, 4 qui viennent d'Hélène Aron et de son équipe, et un 5e qui vient de 2 chercheurs passionnants. L'un est américain, s'appelle Thomas Boyce, c'est un pédiatre qui a cherché sur les enfants orchidées, c'est son terme pour désigner les enfants hautement sensibles, et l'autre qui est biologiste britannique, qui s'appelle Michael Plus, et qui lui cherche plutôt sur le lien entre génétique, épigénétique, environnement. Donc ces 2 chercheurs ont trouvé la 5e caractéristique. Je commence par la première. La première caractéristique, c'est donc ce traitement sensoriel approfondi des informations qui fait que les personnes hautement sensibles sont méticuleuses, elles ont le sens du détail, elles font les choses avec minutie. Et ça prend du temps, ça prend un peu plus de temps. Ce qui fait qu'à l'école, par exemple, mais aussi on va voir en entreprise, à l'école, une personne hautement sensible, si on lui donne une tâche pour la première fois, à l'école ou en entreprise, donc si on lui donne une tâche pour la première fois, quelque chose qu'elle ne connaît pas, qui est nouveau, elle va prendre plus de temps que les autres pour s'accoutumer à cette nouvelle tâche. Mais une fois qu'elle connaîtra bien ce nouveau processus, elle ira aussi vite que les autres, et au bout d'un moment, elle ira même plus vite que les autres. C'est simplement à cause de ce traitement sensoriel approfondi. Donc, un patron en entreprise ou un prof à l'école ou au collège, au lycée, qui vilipende ou qui se moque d'un employé ou d'un élève qui va plus lentement la première fois qu'il fait un exercice ou une nouvelle tâche, c'est quelqu'un qui n'a rien compris à la sensibilité élevée, qui ne fait que créer une mauvaise ambiance, démoraliser la personne très sensible et la décourager. Donc ça, c'est très important. C'est clair que c'est très important, parce que si on savait ça à l'école pour l'éducation ou en entreprise, surtout, et en plus on s'embête quand on prend beaucoup plus de temps, on a l'impression qu'on est moins intelligent que les autres, alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est le contraire. On est plus intelligent que les autres, c'est parce qu'on prend plus le temps de peser le pour et le contre et de tenir compte de tous les détails qu'on perçoit, alors qu'un collègue lambda va percevoir 70% de ces détails, ou 60%. Nous, on peut apercevoir tous les détails, et forcément, pour les agencer, pour les aménager ensemble et prendre nos décisions ou faire la nouvelle tâche qu'on nous a proposée, ça prend plus de temps les premières fois. Alors souvent la première fois, mais ça peut être les premières fois. Et après, ça va tout seul puisqu'on a compris. Donc on verra les avantages pour l'entreprise, mais plus tard. Donc ça, c'est la première
caractéristique. La deuxième, c'est, tu en as parlé, l'hyperstimulation ou l'hyperstimulabilité, c'est-à-dire que comme on n'a pas de filtre, comme on traite en profondeur toutes les informations, on va être surstimulé beaucoup plus rapidement que les 70%, 69% restants de la population. Et ça amène à la grande caractéristique existentielle des personnes hautement sensibles, la saturation. On va saturer du point de vue des sensations, trop de lumière, trop de bruit, trop d'odeur, trop de choses qui grattent, etc., ou trop de mauvaise ambiance. On va saturer du point de vue émotionnel. On a soi-même une émotion qui nous déborde, ou plusieurs émotions, depuis le matin, les transports, l'arrivée au travail, une remarque agréable ou désagréable, que ce soit favorable ou défavorable, de toute façon, ça nous impacte. Et puis, nous sommes des éponges émotionnelles, c'est-à-dire nous sommes perméables aux émotions des autres, ce qui ne facilite rien, puisque nous avons des émotions plus intenses, plus variées, comme tu le disais, plus amplifiées, nous avons un amplificateur en nous, et des émotions qui vont résonner plus longtemps, qui nous posent question, etc. Donc ça, c'est la deuxième caractéristique. Nous sommes vraiment très, très perméables aux émotions, mais quelles que soient les émotions, les nôtres et celles des autres. Troisième caractéristique, nous avons un grand sens des nuances. Ce sens des nuances va nous permettre d'être très fort, très forte pour tout ce qui est communication implicite. Les intonations, les mimiques, les grimaces, les postures, tout le non-verbal, ça nous parle, en tout cas ça nous pose question. Et on peut, surtout quand on ne sait pas encore qu'on est hautement sensible, au début on se dit « mais pourquoi elle m'a parlé comme ça? Mais elle avait une drôle de voix, elle était à demi-tournée quand elle m'a dit ça, alors peut-être que ça veut dire que non. » Parfois on est dans une action, on est en train de faire quelque chose, et quelqu'un d'autre vous pose une question, vous restez dans cette première action, vous répondez à la question, mais ça n'a aucun sens particulier par rapport à la personne à laquelle vous répondez. Donc ça, c'est intéressant aussi pour les personnes hautement sensibles, comme on est très réceptive et réceptif à tout ce qui est implicite, il faut faire attention non plus à ne pas interpréter. Ça passe Oui, moi je me retrouve complètement dans ça, où des fois j'ai été très loin dans ma susceptibilité, parce que c'est ça que ça donne aussi, et des interprétations complètement erronées, mais dont je sentais qu'il y avait quelque chose, cette femme aussi qui disait je sens les non-dits, je sens les... Et puis des fois, en fait, il n'y en a pas. Donc attention. Et alors, parfois, il n'y a pas de non-dit entre nous, entre cette personne et nous, mais elle peut elle-même être dans une difficulté de vivre qui n'a rien à voir avec le travail. Bon, mais ça lui appartient. Voilà, ça n'a rien à voir avec nous. Donc, ce qu'on sent, on le sent vraiment. Attention aux interprétations qu'on en fait, et surtout de ne pas faire d'une petite chose comme ça une grande montagne ou quelque chose d'énorme, parce qu'au début, on a un peu cette tendance-là, ce qui nous rend susceptibles. Alors, tu le disais, très justement, donc ça va être la quatrième caractéristique, les personnes hautement sensibles sont plus fatigables, plus irritables, plus susceptibles, plus facilement énervés par les stimulants comme le café, le thé, parfois même le chocolat, l'alcool, n'en parlons pas, etc. Même si on adore le vin, hein, on peut adorer les grands vins, eh bien, il se trouve que ça nous chamboule comme le café ou le thé, et que donc, on peut en boire en vacances ou le week-end, mais quand c'est la journée de travail, il vaut mieux se protéger, s'écouter et boire de l'eau, par exemple, ou des tisanes. Oui, c'est vraiment ce que j'ai essayé de réguler dans ma vie. C'est vraiment ces excitants aussi. Et effectivement, il y a des mélanges terribles. Et le café, plus la fatigue, je sais que chez moi, ça m'emmène dans une espèce de mélancolie et d'une tristesse absolue. D'un coup, s'il y en a trop, et à chaque fois que ça m'arrive, je le sais. Et pourtant, ça arrive de temps en temps, j'y retourne. Mais effectivement, attention, parce que alors là, l'amplificateur, il déborde. Exactement, c'est très important de le dire, même si comme toi et moi, on est des grands amateurs de café, de thé, Et oui, de vin, bon bien vin, sûr. c'est pas une raison. En fait, notre corps, lui, et notre système nerveux disent non, attention, donc au moins les jours de travail, Absolument, oui. se limiter ou même carrément boire autre chose pour se protéger. Alors, on a découvert aussi récemment, et il y a des recherches scientifiques sur les intestins qui l'ont prouvé, que nous, les personnes hautement sensibles, nous avons du mal à supporter le sucre. Absolument. Donc, là encore, même si on est gourmand comme moi, qu'on adore les pâtisseries, eh bien, le sucre ne nous fait pas du bien parce que c'est un excitant en fait, c'est une drogue, et il y a
plusieurs impacts, notamment sur les intestins. Le sucre va changer la flore intestinale, et changeant la flore intestinale peut nous rendre déprimés, peut nous pousser à Complètement. l'autodévalorisation, à l'autosabotage. Alors vous vous rendez compte, c'est simplement quelque chose qu'on a mangé, et ça a des effets psychiques qui sont, pour nous, personnes hautement sensibles, particulièrement forts, du fait de cet amplificateur dont tu parles très bien. Oui, Et alors donc, pareil, alors, je ne sais pas si ça peut donner des idées aux gens, mais moi j'ai cherché longtemps, j'ai fait ma propre recherche personnelle sur comment réguler tout ça, et j'en suis venue ça fait 3-4 ans maintenant, à faire un régime paléo. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller chercher, et du coup, il n'y a pas de sucre, c'est que des produits non industriels, donc sans stimulant, il n'y a pas de café non plus, il n'y a rien, et alors ça c'est me bien. correspond très très bien. Est-ce que tu peux nous en donner les grandes lignes parce que c'est très important? Alors oui, c'est vraiment manger, en fait, alors c'est un petit peu comme les hommes préhistoriques, mais l'idée, c'est de manger des produits naturels qui sont pas issus de la grande distribution le plus possible, et évidemment éviter aussi tout ce qui est mauvais pour les parois d'intestin, pour la porosité, c'est-à-dire le gluten. C'est quelque chose qui aujourd'hui, il y a 50 fois plus de gluten dans une baguette de pain qu'il y a 50 ans. C'est complètement transformé par l'agriculture, etc. Le lait aussi, qui n'est pas quelque chose de naturel. Boire du lait de vache, c'est pas censé être normal pour un être humain. Pas de céréales, etc. Pas de légumineuses. Donc, c'est assez strict. Mais du coup, j'ai Donc, vraiment vu le changement dans ma vie en termes de régulation émotionnelle. donc finalement, qu'est-ce que tu manges au Alors quotidien? finalement, Qu'est-ce tu que tu manges manges? beaucoup de protéines, des glucides quand même, parce que même si le sucre raffiné n'est pas quelque chose de recommandé, il y a plein de sucres comme le miel, etc., sirop d'érable ou autres sucres qui vont très bien dans les fruits. Et des glucides dans les patates douces, etc. Mais en tout cas, le moins possible de produits industriels qui ont, on le sait, une influence sur notre sensibilité et tout ce qui est hormonal, etc., etc. D'accord, super. Non, c'est important l'alimentation, hein, Oui, ça fait partie de micronutrition, l'équilibre. je suis persuadée que c'est aussi un grand point de recherche pour Oui, oui, l'hypersensibilité. tout à fait, tout à fait. Et ça nous amène à la cinquième caractéristique des personnes hautement sensibles, qui s'appelle la sensibilité avantageuse. Alors, le terme scientifique originaire, c'est susceptibilité différentielle, qui n'a pas grand-chose à voir avec la susceptibilité où on supporte mal les critiques, où on se décourage quand on nous fait un reproche. Là, c'est plutôt de dire qu'une personne hautement sensible qui grandit quand elle est enfant ou adolescente, puis qui évolue quand elle est adulte, dans un bon environnement favorable, soutenant, encourageant, est une personne qui va mieux réussir que la moyenne de la population. Mhm. En revanche, si cette personne, ou surtout un enfant, un adolescent, mais si cette personne hautement sensible évolue dans un environnement très stressant, avec une mauvaise alimentation, un mauvais sommeil, beaucoup de bruit, pas de soutien, pas d'encouragement, ou au contraire de la maltraitance, du stress, de la violence, cette personne hautement sensible, elle va être beaucoup plus impactée par cet environnement défavorable, elle va être plus souvent malade, se blesser plus souvent, être sujette à la déprime, à l'anxiété, voire aux tendances suicidaires. Et donc ça, c'est une découverte fondamentale qui fait que ces chercheurs-là disent les personnes hautement sensibles ne sont pas résilientes. C'est pour ça que je dis aux coachs et aux thérapeutes, faites attention de ne pas coller des étiquettes à vos patients, parce que Mhm. Très parfois on voit important. des personnes arriver qui se disent, alors je suis hautement sensible, je suis HP, je suis résiliente, j'ai été victime d'un pervers narcissique, puis après j'ai eu un conjoint bipolaire, c'est-à-dire on n'en finit plus avec les étiquettes. En fait, Absolument. Mhm. c'est tellement plus complexe et plus intéressant que ça, la nature humaine. Il se trouve que les personnes hautement sensibles, nous n'avons pas, c'est pour ça que Thomas Boyce les appelle les orchidées, nous n'avons Mhm. pas une résilience naturelle, spontanée. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'en sort pas, puisque vous voyez, la sensibilité avantageuse, elle fait qu'on va s'en sortir encore mieux. C'est ça le bon message à faire Mhm. passer. Mhm. Nous, grâce à notre sensibilité, Mhm. notre intuition, notre créativité et notre capacité à entrer en relation avec des personnes qui sont les bonnes pour nous, ça on va y revenir après, hein, eh bien, nous sommes capables de nous en sortir encore mieux que les personnes dites résilientes, qui ne sont pas hautement sensibles. Donc finalement, c'est une très bonne nouvelle. Et ça s'appelle la sensibilité avantageuse. Et la conclusion, c'est que nous devons absolument nous créer des environnements favorables, des personnes qui nous comprennent, du calme, de la lumière, une bonne alimentation, un bon sommeil, un travail qui nous convient, etc., etc.
C'est super et j'adore ce message positif parce qu'effectivement, on va voir comment transformer cette sensibilité en un avantage, en une force. Je voulais juste revenir sur le côté test. Est-ce que du Ah oui, coup, je mettrai pour tout le monde en lien en dessous le test d'Hélène Aron, mais aussi celui que tu m'as recommandé qui est aussi sur le site de l'hypersensibilité. Du coup, tout le monde pourra se faire son avis et peut-être aller un peu plus loin que le test que tu nous recommandes. Est-ce que tu oui. avais d'autres choses à dire sur ce test? Alors oui, sur les tests, c'est important. Mhm. J'ai été surpris. Alors moi, quand j'ai fait le test d'Hélène Aron, j'avais coché toutes les cases. Donc je me Mhm. suis dit, bon, ça va, je suis hautement sensible. Mais je suis très surpris parce que j'entends de plus en plus de personnes qui ne se reconnaissent pas dans ce test et qui disent, ah, moi je coche peu de cases, etc. Surtout parmi des personnes qui sont soit haut potentiel intellectuel, soit qui ont des troubles de l'attention, soit euh, qui sont dans le spectre de l'autisme. Mhm. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'un test, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement général et ce n'est Absolument. qu'une première approche. Donc, c'est pour ça que moi, je propose un test que tu mettras en lien. Je propose un test qui est plus vaste, avec plus de questions. Et là, à l'Observatoire de la sensibilité, nous sommes en train de réfléchir à un nouveau test, D'accord, super. justement pour essayer d'être plus fin et de répondre aussi, enfin de cadrer avec les sensibilités plus atypiques de personnes qui ne se reconnaissent pas dans le test Hélène Aron. Donc, ne vous inquiétez pas si un de ces deux tests ne vous convient pas. Je pense que les 5 caractéristiques qu'on vient d'expliquer là sont beaucoup plus importantes en fait. Oui. Et souvent, il suffit de se reconnaître dans 3 de ces 5 caractéristiques pour être hautement sensible. Oui, donc finalement, c'est assez simple. Et puis, comme tu dis, après, l'idée, c'est est-ce que ça pose problème ou pas, et d'aller voir un thérapeute ou un coach si jamais il y a des Exactement. soucis à le gérer. Mais voilà, en tout cas, je trouve que ces tests mettent vraiment la puce à l'oreille. Au début, on se dit, tiens, j'avais pas pensé que j'étais comme ça, ou tiens, j'avais jamais fait attention à ce genre de choses. Je pensais que c'était la même chose pour tout le monde. Voilà, C'est aussi le exactement. cas pour les tests de haut potentiel. On a tellement l'impression que tout le monde fonctionne pareil que c'est plutôt sympa de se dire, ah bah tiens, c'est peut-être un fonctionnement spécifique. Voilà, en tout Voilà, cas, merci exactement. d'avoir éclairci ça et j'attends avec impatience le nouveau test que vous êtes en train de développer. Alors maintenant, si on parle de l'hypersensibilité, plus spécifiquement au travail, la question c'est fardeau ou cadeau. Est-ce que dans un environnement avec le Covid de plus en plus complexe, on parle d'un monde VUCA, volatile, incertain, complexe, ambigu, est-ce que du coup c'est encore plus difficile d'être hypersensible au travail? Euh, en règle générale, je vais dire oui, et de plus en plus, c'est ce que j'entends. Et c'est particulièrement préoccupant depuis 2 ans, là, depuis la pandémie, même si avant la pandémie, il y avait aussi un durcissement dans la plupart des entreprises, pas toutes, hein. Il y a des entreprises, on le verra, qui sont très différentes, Mhm. mais dans la majorité des entreprises et des grands groupes industriels, il y a une pression encore plus forte pour la performance. Les gens parlent d'hyper-concurrence, des choses qu'ils n'ont jamais vécues avant. Et donc, malheureusement, la sensibilité élevée en entreprise, ça va être à la fois fardeau et cadeau. Et je suis désolé de transmettre ce message aujourd'hui parce que pendant longtemps, j'ai vraiment insisté sur l'aspect cadeau. Mhm. Mais je crois que, comme j'entends beaucoup de souffrance en entreprise de la part de personnes très sensibles, ce ne serait pas respectueux à leur endroit, à leur égard, de ne pas parler de cet aspect fardeau. Donc, on va peut-être commencer par ça, et puis on viendra au cadeau après. Très Donc, bien. l'aspect fardeau, il est surtout, il découle surtout du fait que nous sommes encore malheureusement dans une culture machiste, patriarcale et matérialiste. Alors, je m'explique. Machiste d'abord, on est en train de découvrir avec des anthropologues, des sociologues, des psychologues, que le mot virilité vient d'une racine latine qui veut dire héros, héroïsme, héroïque. Ça ne veut pas dire ni homme ni masculin. Mhm. Ça veut dire que ce système dans lequel nous évoluons encore, grâce aux femmes et aux féministes, ça a beaucoup changé, hein, et ça continue à changer, mais nous évoluons encore malgré tout dans une espèce de référentiel qui est viriliste et qui s'est surtout développé au 19e siècle et au 20e siècle. En France, c'est à cause de Napoléon que ce système très viriliste s'est développé.
je rappelle qu'au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle, l'Europe, en Europe, c'était les siècles d'or de la sensibilité, où tout le monde devait pouvoir exprimer sa sensibilité librement et notamment pouvoir pleurer en public, surtout les hommes, parce qu'un homme qui n'était pas capable de pleurer en public, c'était un homme qui n'était pas un gentilhomme, c'était un homme qui n'était pas bien élevé, qui n'était pas bien né, qui n'avait pas de culture. Donc comment se fait-il qu'après 3 siècles, ces 3 siècles d'or de la sensibilité en Europe, on est basculé au 19e siècle, au 20e siècle, dans une culture qui, au contraire, nie la sensibilité, la dévalorise, la moque, la fait passer pour une faiblesse, ce qu'elle n'est pas, etc., etc. Donc, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a l'impression d'être des fois hypersensible, c'est que du coup, elle est tellement niée à l'extérieur de nous qu'on a l'impression qu'on est trop, alors qu'en fait, on est peut-être juste dans la norme. Ben, c'est nous, en fait, qui sommes bien, nous, les grands sensibles, qui sommes finalement le naturel, sain et équilibré et valeureux d'une société. Les autres personnes, elles se sont d'une façon ou d'une autre désensibilisées ou n'ont pas assez développé leur sensibilité. Donc dans cette culture viriliste, on nous a fait croire, nous les hommes, qu'il fallait ne pas être sensible pour pouvoir être un homme. Et ça, c'est un mythe en fait, c'est une légende qu'on essaye petit à petit de déconstruire pour montrer que le masculin n'a rien à voir avec le fait de ne pas être sensible. Donc il y a déjà cet aspect-là parce que les entreprises, la plupart, pas toutes, hein, il y a des entreprises dirigées par des femmes, il y a des entreprises qui sont beaucoup plus sensibles, mais les grands groupes industriels sont encore sur ce modèle hiérarchique, paternaliste, machiste et viriliste, où il faudrait que les employés soient aussi des héros. Alors des petits héros, pas trop héros ou héroïnes par rapport aux grands héros qu'est le patron et les moyens héros qui sont ces sbires de l'encadrement. Donc ce système-là, il va forcément finir par se déconstruire et s'écrouler. Je peux en témoigner parce que je crois que je l'avais déjà dit l'autre fois, mais un jour j'ai essayé de faire un workshop. J'avais fondé un programme de Women in Leadership dans l'entreprise et je faisais venir pas mal d'intervenants. Et un jour j'ai fait un workshop sur les émotions. Et j'avais invité tout le monde. Évidemment, il y a un homme qui a dû venir. Et surtout, mon collègue m'a dit « Mais je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Regarde-moi bien, je n'ai jamais d'émotion. » Alors que la veille, il s'était emporté, il s'était complètement emporté dans une réunion au point d'exploser de colère, mais il n'avait pas d'émotion. Évidemment, c'était honteux de faire ça en entreprise. Et j'étais là, on est loin, loin, loin de ce que je veux faire. Et je trouvais ça extraordinaire, cette négation totale dans le cadre de l'entreprise d'une émotion. Et c'était quand? Oh, c'était il y a, je pense, 5 ans quand même. Oui, 5 ans, mais c'est rien. Oui. Du point de vue de l'histoire de l'humanité, tu vois, oui. C'est vrai que 5 ans, c'est beaucoup, parce que nous, individuellement, on a beaucoup évolué en 5 ans. C'est pour ça. Mais ça veut dire qu'on est encore dans un système comme ça, où certains cadres, hommes ou femmes cadres, qui veulent ressembler à des hommes, parce que les pauvres, elles ont cru que pour réussir, elles devaient se viriliser, y compris dans leur travail. Ce système d'encadrement, cette hiérarchie-là, voudrait nous faire croire qu'en entreprise, il n'y a pas d'affect, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'émotion. Donc, on est des robots, on est des ordinateurs. Et ce système ne va pas pouvoir durer parce qu'il n'est pas humain. Il n'est pas humain, il n'est pas vivant. Sauf que ceux qui y tiennent, comme ils ont encore beaucoup de pouvoir, notamment financier, ne lâchent pas si facilement pour l'instant. Et c'est ça qui fait que la sensibilité, surtout si elle est élevée, devient un fardeau en entreprise parce qu'elle est considérée, elle est déconsidérée, hein, elle est conçue comme quelque chose qui empêche l'entreprise de bien fonctionner, qui empêche l'employé ou le cadre de bien travailler, qui empêche les relations, les réunions, etc. Parce qu'effectivement, ça demande un tout petit peu plus de temps d'écouter une personne qui exprime des émotions. Je dis un tout petit peu plus parce que dans leur tête, ça fait perdre du temps. Mais c'est vrai que ça va demander quelques secondes, voire quelques minutes, suivant les situations, de plus pour écouter l'émotion de l'autre, mais ça n'est jamais du temps perdu. C'est du temps d'enrichissement de la relation, c'est du temps d'enrichissement de soi-même aussi, à l'écoute de ce qui se passe pour soi, pour pouvoir apprécier une situation de façon intelligente et y répondre en apportant une solution créative. Donc, les émotions, comme tu le dis si bien, ce sont vraiment, elles ont toute leur place en entreprise et ce sont nos alliés, y compris dans le travail. Alors justement, ça me fait penser à cette question, justement, un manager
qui n'est pas forcément hypersensible avec une personne hypersensible, quels sont, je ne sais pas, de manière pratico-pratique, les quelques conseils que tu donnerais à cette personne pour arriver justement à faire que cette personne hypersensible vive bien son travail? Oui, alors peut-être que je vais te donner des conseils dans les deux sens. Dans les deux sens, oui. Voilà, rapidement, parce que peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont nous écouter, mais on ne sait jamais. Rapidement, pour un manager qui ne serait pas hautement sensible, de se dire, eh bien, chère madame, cher monsieur, il y a des différences chez les humains et 31% de la population a une sensibilité plus élevée que vous. C'est comme ça. Hein, c'est comme Donc, en entreprise, c'est la même chose. Dans l'entreprise, c'est exactement la même chose. Il y a 31% des employés ou des cadres, 31% de la masse salariale qui concerne des personnes qui sont hautement sensibles. Et comme dans un jardin, il va y avoir des tulipes, des orchidées et des pissenlits, les orchidées, elles ont besoin de soins, elles ont besoin de plus d'attention pour pouvoir s'épanouir et fleurir. Et c'est bien ce que vous voulez, cher manager, que vos orchidées fleurissent. Donc prenez-en soin comme on doit prendre soin d'une orchidée. C'est-à-dire, intéressez-vous à ce qui est nécessaire pour qu'une orchidée prospère. Et tant qu'un jardinier, à la maison ou ailleurs, ne prend pas les bonnes informations sur ses fleurs ou ses plantes et ne leur apporte pas les bons soins, ne leur apporte pas les bonnes conditions de vie, certaines plantes vont prospérer comme les pissenlits, les tulipes plus ou moins, mais les orchidées non. Or, c'est dommage, parce que dans une entreprise, il peut y avoir aussi des orchidées. Donc, l'idée pour un manager qui n'est pas hautement sensible, c'est de s'informer sur la sensibilité élevée pour suffisamment bien la connaître et permettre aux personnes hautement sensibles de son entreprise ou de son équipe de travailler avec leurs caractéristiques en fonction des besoins qu'elles ont. Du côté de la personne hautement sensible en entreprise, c'est un peu plus compliqué parce qu'au début, c'est difficile de faire comprendre qui on est avec sa sensibilité. Alors, on peut dire je suis hautement sensible, je suis hypersensible, je suis ultra sensible, ou simplement je suis très sensible, ou je suis plus sensible que la moyenne. Le simple fait de dire je suis plus sensible que la moyenne, j'ai donc des besoins de conditions de travail particulières, comme pas trop de bruit, pas trop de lumière, plus de temps quand j'apprends une nouvelle tâche, besoin de temps pour exprimer mes émotions, ou pour les assimiler quand je suis traversé par des émotions. D'ailleurs, pour certaines femmes aussi, des fois, quand on a des crises comme ça d'hypersensibilité, ça peut arriver en entreprise, même si ça n'arrive pas souvent. On peut être parfois qualifié d'hystérique beaucoup plus facilement qu'un homme. Est-ce qu'il y a aussi des remèdes à ça et comment gérer une crise finalement quand elle arrive? Oui. Alors déjà, sachez que du point de vue de la psychopathologie, qui est mon domaine, hein, puisque je suis docteur en psychopathologie, il y a autant d'hommes que de femmes hystériques. Oui, complètement. Moi aussi, j'ai fait ces cours de psychopathologie et effectivement, j'ai bien découvert qu'il y en avait autant. Il y a autant d'hommes que de femmes hystériques. Donc, déjà, le fait de toujours traiter les femmes d'hystériques, c'est un signe de misogynie. Absolument. Et donc, déjà, on peut dire stop à la misogynie. C'est pas parce que j'exprime mes émotions que je suis hystérique. Et d'ailleurs, il y a autant d'hommes que de femmes hystériques. Voilà. De bien rappeler ça. Ensuite, les femmes, vous avez une difficulté hormonale récurrente. Hein, c'est que avant les règles, au début de la période menstruelle, vous avez de toute façon un afflux hormonal tellement fort que ça vous rend plus sensible que d'habitude. Alors, les femmes moyennement sensibles vont être hypersensibles au moment à ce moment-là du cycle, mais les femmes qui sont déjà hautement sensibles vont l'être encore plus pendant ces quelques jours ou cette semaine ou ces 10 jours, même quand ça dure longtemps. Et ça, c'est un fait biologique irréfutable qui n'est pas encore accepté par certains hommes et qui fait qu'ils devraient se dire, tiens, si cette femme aujourd'hui a une crise de larmes ou de colère ou de je ne sais trop quoi, peut-être qu'il y a un bouleversement hormonal, donc patience, ou elle a besoin de plus de temps, ou d'ailleurs, de quoi avez-vous besoin, madame, pour que ça aille mieux? Alors j'ai besoin de boire, d'aller faire un tour, de m'aérer, parce que pour la ménopause aussi, c'est pas facile. Les femmes qui sont en ménopause, les bouffées de chaleur toutes les heures, c'est vraiment pas facile. Donc tout ça, c'est pourquoi? Parce que c'est la même négation, c'est le même déni. Ces hommes qui nient
la sensibilité, qui disent qu'ils n'ont pas d'émotion, ils nient que la nature existe, ils nient que les hormones existent, ils nient donc qu'on puisse être bouleversé par un afflux hormonal. Et finalement, c'est le même, alors combat, j'aime pas ce mot parce que c'est un peu fort, mais c'est la même pédagogie, c'est la même éducation, c'est donner à ses collègues et à ses managers les bonnes informations en disant, bah là, moi j'ai une émotion forte, j'ai donc besoin de mon cerveau et mon système nerveux autonome, c'est de leur donner les bonnes informations. Hein. Mon cerveau et mon système nerveux autonome ont besoin de quelques minutes pour traiter l'émotion. Ce sont des faits scientifiques. C'est pas simplement dire, vous voyez, c'est pas simplement dire, oh, je suis désolé, moi je suis hautement sensible, alors je voudrais pas vous déranger. Non, non, non. C'est que comme tous les êtres humains, mon cerveau et mon système nerveux autonome ont besoin de 2 à 3 minutes pour traiter l'émotion. Et donc, si je suis seul ou si vous me laissez tranquille pendant 2-3 minutes, je vais pouvoir le faire. Alors, je sais bien que c'est pas forcément facile quand on est face à un client ou une cliente, quand on est en réunion, quand on est au téléphone, etc. Mais soi-même, déjà, on peut prendre le temps de ce traitement de l'émotion. Donc, ça s'appelle la méthode TIPI, T-I-P-I. Oui. On fait ça aussi en méthode Vitos, Roger Vitos, c'était un Suisse de Lausanne, donc c'est une méthode qui est très très proche de la méthode TIPI. On écoute les sensations, le chemin des sensations dans le corps par rapport à chaque émotion, et c'est ça qui nous libère de l'émotion. Et ça prend 2-3 minutes. Généralement, 2 minutes suffisent. Bon. Donc, si on n'a pas le temps de le faire pendant une réunion, encore qu'on peut très bien quitter la réunion pour aller aux toilettes, pendant une conversation téléphonique, pendant une discussion avec des collègues, on prend un petit temps après, parce que l'émotion, elle va rester en nous de toute façon, hein, si on ne prend pas ce temps-là. Donc, soit la pause déjeuner, soit une mini-pause, on prend ce temps, on va dans un coin tranquille, ou alors on fait le palming. Le palming, ça vient de palm en anglais. On met ses yeux sur ses paumes et on pose les coudes sur la table, le bureau, ou alors si on n'a pas de bureau, on fait comme ça, la tête un peu baissée, et on attend les 2 minutes. Ça peut paraître long, 2 minutes, mais en fait, ça va. Dans une journée, si on fait ça 2-3 fois, ou même 4-5 fois dans la journée, ça permet soit de calmer le jeu du cerveau qui a une hyperstimulation, une saturation, soit ça laisse le temps au système autonome de traiter l'émotion. Et Oui, ça, d'ailleurs, oui, ce que je disais aussi, c'est que, excuse-moi de t'interrompre, moi, ce que j'avais trouvé aussi parfois quand ça montait, et je sentais que ça allait rester à l'intérieur de mon éponge, je trouvais un lieu refuge. Soit il y avait un petit chemin à côté où je sortais et j'allais marcher pour traiter l'information, soit il y avait une petite pièce dans le noir où c'était possible de s'asseoir pendant 5 à 10 minutes dans le noir, du coup, dans le silence, dans le calme, et de revenir à un moment donné calmé. Mais effectivement, c'est quelque chose de physique, d'incontrôlable. J'ai eu la semaine dernière l'exemple, j'ai été voir l'acupuncteur, je ne sais pas, elle a dû toucher un point d'acupuncture très fort. J'ai pleuré pendant 2 jours. Et mon amie a eu un petit peu du mal à comprendre et j'ai été très susceptible pour une histoire de photographie ridicule où tout s'est amplifié dans ma tête complètement. Mais j'ai posé les choses et j'ai dit, voilà, je te préviens, je suis comme ça, je suis dans cet état-là, je risque de réagir comme ça et je sais que tu ne vas pas pouvoir faire avec ou ça va être difficile de le prendre, mais peut-être laisse-moi une matinée pour revenir à moi. Et voilà, et du coup, ça s'est très bien passé. voilà. Donc ça, c'est le décodage. Tu as fait un super décodage et on peut le faire dans les relations amoureuses ou amicales ou même familiales. On peut le faire au travail. C'est-à-dire que ce qui nous empêche pour l'instant d'être mieux en entreprise, c'est que nous n'osons pas. Je ne dis pas que c'est facile, c'est pour ça que je dis nous et que je m'inclus. Hein. C'est que nous n'osons pas suffisamment expliciter, comme tu viens de le faire très justement, ce qui se passe pour nous dans les moments où c'est plus difficile, ou dans les moments où nous sommes un peu fragilisés ou fatigués, et que ce décodage-là, tant que nous ne l'expliquons pas aussi clairement aux autres, alors on peut commencer dans les relations intimes, puis etc., mais c'est important de faire un jour au travail avec les collègues proches, puis après avec les managers ou le patron ou la patronne, c'est que tant qu'on n'a pas fait ce décollage de façon aussi explicite, aussi claire, aussi précise, et qu'on n'a pas expliqué comme ça ce qui se passe pour nous et qu'on ne peut avoir besoin de temps, on ne leur donne pas non plus des informations suffisamment claires pour qu'ils puissent en tenir compte. Et sachez que
Ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est une question neurologique. Vos collègues et vos managers et vos patronnes et patrons auront besoin que vous leur expliquiez plusieurs fois pour que de nouvelles connexions neuronales dans le cerveau se créent à partir des informations que vous leur donnez sur votre sensibilité élevée et qu'ils puissent petit à petit en tenir compte. Voyez, parce qu'on aurait trop tendance à faire du noir-blanc. Nous, les personnes hypersensibles, nous sommes gentils et les personnes moins sensibles sont méchantes. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, on a besoin de leur expliquer, de leur expliquer. De même que moi, je vais prendre un exemple personnel, j'ai mis des années en lisant le livre d'Hélène Aron, en cherchant sur moi-même, en thérapie, en écoutant des personnes hautement sensibles, en créant l'observatoire de la sensibilité, c'est pas venu tout seul. Bien J'ai mis sûr. des années à comprendre ma sensibilité Mhm. élevée et encore des années à trouver comment bien la vivre. C'est un chemin de vie. Donc là, on essaye de faire gagner du temps grâce aux vidéos que tu fais, c'est-à-dire en donnant ces informations et en donnant des conseils et même des conseils pratiques. Mais quoi qu'il en soit, ça va prendre du temps pour nous et ça va prendre du temps aussi pour les autres face à nous de comprendre ce qui se passe quand on a, par exemple, ces moments de crise et d'en tenir compte. Et ce n'est que parce que nous leur expliquons bien précisément, concrètement, comment ça se passe pour nous et de quoi nous aurions besoin, qu'ils vont pouvoir évoluer face à nous. Absolument. Et on parlait aussi de travail en équipe. Des fois, on se sent, certaines personnes disent bouffé ou on se sent petit, on n'arrive pas à gérer forcément tout ce relationnel qui est hyper stimulant aussi et des fois déroutant avec les autres, voire même certaines personnes, alors pas toutes, on tombe sur des personnes toxiques en entreprise qui se servent de cette hypersensibilité qu'ils n'ont pas pour asseoir finalement leur statut hiérarchique. Ça arrive souvent, pervers narcissique ou pas, ou manipulateur. En ce moment, on entend beaucoup parler de ces mots-là. Comment arriver à gérer ces situations aussi? Comment arriver à bien travailler en équipe, etc. Oui. Alors, avant de parler concrètement de comment faire en équipe et dans les relations, je voudrais simplement parler aussi un autre problème qui fait que notre sensibilité élevée peut être un fardeau en entreprise, c'est ce qu'on appelle la médiocratie. La médiocratie a été très étudiée aux États-Unis, au Canada, puis en Europe, par de nombreux chercheurs, notamment en management, mais aussi anthropologues, sociologues, etc., parce qu'on s'est rendu compte que plus l'entreprise est grande, bon, ça peut exister dans des petites et moyennes entreprises suivant les patrons ou les patronnes, mais généralement, plus l'entreprise est grande, plus le système managérial va se débrouiller pour que les personnes qui sont en place dans la hiérarchie soient des personnes qui ne soient pas trop compétentes, juste un peu compétentes, suffisamment compétentes pour que l'entreprise fonctionne, mais ce sont des personnes qui ont du pouvoir et qui ne sont pas très compétentes. En revanche, dans le vivier des personnes qui travaillent dans ces grands groupes, il y a énormément de personnes brillantes, intelligentes, sensibles, créatives, intuitives, empathiques, etc. Et ces personnes-là vont tout le temps buter contre le système de la médiocratie, parce que dès que ce qu'on appelle le N-1, l'échelon supérieur de la hiérarchie, sent que les compétences de quelqu'un, soit au même niveau d'ailleurs, soit au niveau inférieur, moi j'aime pas du tout ces mots-là, mais enfin c'est comme ça que ça fonctionne dans les hiérarchies, que quelqu'un pourrait lui faire de l'ombre parce que il ou elle est en place à ce poste de direction parce que justement il ou elle n'est pas trop compétent, eh bien toutes les ressources formidables, extraordinaires qui pourraient profiter à l'entreprise et aux autres sont étouffées, découragées par ce système de la médiocratie, parce que sinon, ça mettrait en péril le pouvoir des personnes qui sont en haut de la pyramide. Et donc, toutes les personnes hautement sensibles, qui sont intuitives, créatives, de bonne volonté, empathiques, qui voudraient que l'entreprise prospère, vont se plafonner très rapidement. Ce qui fait que quand on sent qu'on est dans un système de médiocratie, on ne pourra pas changer le système. Quand on est jeune, on croit, on a beaucoup Oh d'énergie, beaucoup de oui. belles idées, etc. On se dit, je vais changer le système, on essaye, ça ne marche pas. Et quand on sent qu'on est arrivé à ce point où on ne peut plus progresser, c'est important de quitter l'entreprise.
même si on a un bon salaire, même si nos proches nous disent « mais tu ne te rends pas compte », quelle entreprise prestigieuse et le nom ronflant de ton titre, etc. Non, 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 tout ça, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que vous puissiez vous épanouir dans un travail qui vous rende heureuse et heureux. Et ce ne sera pas dans des grands groupes, parce qu'il y a un moment, votre intelligence, votre sensibilité, votre intuition, votre créativité vont faire de l'ombre à des personnes qui ne vont pas vouloir que vous puissiez développer vos potentiels. Donc Ah ça, oui, c'est très important. c'est ce qui m'est arrivé aussi, et c'est pour ça que comme je l'ai vécu, je coach pas mal de femmes dans cette transition et cette réorientation personnelle, parce qu'elles arrivent vraiment à un seuil de tolérance de tout ça. Souvent, ça arrive à 10-15 ans en entreprise, plus la crise de la quarantaine, plus pour beaucoup de femmes au potentiel, cette crise de sens, puisqu'elles ne voient plus de sens dans ce qu'elles font. Et intéressant aussi, moi, combien de fois j'ai été un peu comme une lanceuse d'alerte, et des fois, 2 ans avant, j'avais dit, mais ce produit, ce truc, je sens, c'est le bon, je n'ai pas besoin d'avoir des chiffres, je pense que c'est vraiment le moment de le lancer, et quelqu'un d'autre arrive, un homme qui est retrouvé dans la hiérarchie, qui dit, on va lancer ce produit. Et là, je suis là, mais ça fait 2 ans que j'en parlais, comment c'est possible? Et c'est tellement frustrant qu'au bout d'un moment donné, on a envie d'avoir une émancipation, une autonomie dans tout ça, et de faire ses propres choix, et de pas, oui, de plus avoir ce plafond de verre aussi qui vient nous écraser, en fait. Oui, voilà, ça c'est très important, parce que tu c'est vraiment une très belle expérience et qui montre qu'effectivement, nous, les personnes hautement sensibles, nous sommes, comme tu me le disais dans la préparation de cet entretien, nous sommes très attentives et attentifs aux signaux faibles. Mhm. Et les signaux faibles, c'est finalement ce qu'il y a de plus passionnant dans la vie du travail, parce que ce soit pour moi qui suis chercheur ou pour toi qui travaille dans le monde de l'entreprise, que quel que soit le domaine dans lequel on travaille, le fait d'être par intuition, d'avoir des fulgurances ou des flashs ou des informations comme ça qui nous donnent les tendances à venir, qui nous montrent ce qui se prépare et qu'effectivement va arriver 1, 2, 3 ans plus tard, c'est très, comment dire, c'est très motivant, même si ça peut être décourageant. Au moment où on voit 2 ou 3 ans plus tard, d'autres personnes arrivent en grande pompe en disant « Youhou, on a trouvé quelque chose », alors que nous, on y avait pensé plusieurs années plus tôt. En fait, on a un petit pincement au cœur au moment où les autres en tirent la gloire qu'on aurait pu obtenir, et puis finalement, ça n'a aucune importance, parce que Non. ce qui est le vrai plaisir, la vraie joie, c'est d'avoir pu percevoir ça avant, et surtout quand on devient indépendante et indépendant, qu'on travaille à son compte, bien finalement, on va pouvoir mettre en place nos innovations à partir des intuitions et des signaux faibles qu'on a perçus, beaucoup plus tôt que le feraient des grands groupes qui sont tellement plus lourds. Et en fait, la vie devient beaucoup plus agréable et beaucoup plus stimulante et intéressante comme ça. Ah, je le confirme, hein, la vie est devenue beaucoup plus légère. En plus, pour moi, l'hypersensibilité, c'est quand même une énergie, c'est beaucoup d'émotions. Donc, c'était comment le transformer en créativité. Et ma créativité a été décuplée par 10 depuis que j'en suis sortie. Et du coup, je ne fais que hypersensibilité, créativité. Et c'est devenu une de mes plus grandes forces. Mais qui avait été tapie dans l'ombre, bien mise sous un mouchoir, parce qu'il fallait rentrer dans le moule, dans la case, et que, en tant que bonne petite fille bien sage, j'avais fait pendant très longtemps. Voilà, c'est ça aussi, hein, c'est que généralement, du fait de notre éducation, alors à la fois familiale, mais aussi à l'école, on nous apprend à être des bons élèves, des petites filles et des petits garçons bien sages. Alors, c'est vrai, on parlera, puisque tu le souhaites, de la double peine des femmes, mais néanmoins, il y a toute une partie des garçons, moi j'en ai fait partie, qui ont été élevés aussi, soit un bon garçon, soit sage, soit obéissant, etc. Il y a pas que des garçons bagarreurs, dominateurs, Bien sûr. qui veulent être au devant de la scène, etc. Il y a aussi une partie des garçons qui sont éduqués comme ça. Et pour nous, filles et garçons, donc plus de filles que de garçons, mais enfin tout de même, il y a aussi des garçons dans le lot, on va mettre 10-15 ans, comme tu disais, à sortir de cette obéissance et à se dire, ben non, finalement, mes qualités, ma sensibilité, mon intelligence, mon intuition, ma créativité, il n'y a aucune raison que des gens l'étouffent. Bien sûr. Qu'au travail, on me dit stop, tais-toi, ou non, c'est trop, etc. Il y a un moment, on a vraiment envie de déployer complètement toutes ses qualités, toutes ses capacités, toutes ses potentialités, et
c'est généralement soit en créant son entreprise avec d'autres qui sont comme nous, c'est possible, ça existe, soit en se mettant à son compte, qu'on va pouvoir réaliser le développement et l'accomplissement de tous ses potentiels. Et ce que je voudrais dire aux personnes qui nous écoutent, c'est parfois on a peur de gagner moins d'argent, on a peur de revenus fluctuants, on se dit comment je vais faire, comment je vais vivre, ou faire vivre mes enfants, parce qu'il y a aussi la famille, voilà. Mais en fait, on s'en sort. On s'en sort parce que la vie est généreuse, parce que nous-mêmes, nous avons justement toutes ces potentialités qui vont se révéler et qui vont faire que d'autres vont venir vers nous. Et même si les revenus sont un peu fluctuants, sur l'année, on s'en sort. Et vraiment, je voudrais vous encourager toutes, parce que ce serait surtout des femmes qui nous écoutent, toutes et tous, à aller vers votre désir, à créer l'entreprise ou à vous mettre à votre compte, à faire vraiment ce qui vous tient à cœur, parce que c'est là que vous allez exceller, c'est là que vous allez réussir. Oui, et puis je peux en témoigner aussi, puisque avant de quitter mon entreprise, mon corps avait commencé à se manifester puisqu'il ne pouvait pas s'exprimer, donc une rigidité absolue, le cou, le dos. Un jour, je me rappelle très bien, ce jour-là, ça a été horrible, je ne pouvais plus bouger du tout. Et là, je me suis dit, oui, tu es complètement, tu ne peux plus avancer. Et du coup, du jour où j'ai pris cette décision très, très douce, finalement, et pas du tout binaire comme j'avais pensé, je me suis rendu compte que juste la suite, c'était la continuité de ce que j'avais fait. C'était pas une coupure ou un saut dans le vide, comme Voilà. beaucoup de clientes me le disent. Et surtout, oui, on est tellement dans sa mission de vie, on va en parler, dans son essence pure, que de toute façon, c'est incroyable comme on aimante les autres et qu'on vient à nous. Ça se fait tout seul. Et donc, l'argent vient forcément de cette énergie. C'est naturel. Alors que nous, on a tendance à penser l'inverse. Qu'il va falloir gagner bien sa vie d'abord, et c'est tout le contraire. Donc oui, allez-y, lancez-vous, et surtout prenez votre temps. Il y a la sensibilité, c'est aussi la temporalité. Moi, j'ai pris le temps, je me suis laissée honnêtement 3-4 ans pour bien vivre ma sensibilité, ne pas me stresser, et j'ai mis tout un truc en place pour bien vivre cette sensibilité, et ne pas sombrer dans le burn-out aussi quand on est trop stimulé en tant qu'entrepreneur au début. Oui. Et du coup, tu disais aussi double peine, femme hypersensible au travail. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus? Alors, je vais en dire un peu plus, mais pas beaucoup, Oui. parce que je pense que c'est surtout les femmes, vous, qui pouvez expliquer ce que vous vivez au travail. Ce qui est vrai, c'est que il y a déjà donc la sensibilité qui est mal vécue par la plupart des personnes au travail, parce que la sensibilité en général est mal vue par ce système très matérialiste, très machiste et très patriarcal et très hiérarchique, et donc finalement très fonctionnel, très utilitariste. Donc déjà, quand on est sensible, on a cette tendance à souffrir en entreprise, même si on se débrouille bien. On a trouvé des trucs comme mettre des photos sur son bureau de personnes qu'on aime, des personnes ressources, amener des pierres de balade, de randonnée. J'en ai plein sur mon bureau, des pierres. Voilà, ou même Je des les pierres touche sans semi-précieuses. arrêt toute la journée. Voilà, exactement. On met un petit galet pour mettre des huiles essentielles, C'est ça. on écoute de la musique qu'on aime, on peut faire plein de choses pour améliorer son environnement de travail, mais un jour on se rend compte que même ça, qui nous aide beaucoup à vivre notre sensibilité, fait que tout de même c'est difficile à vivre dans un monde qui n'est pas sensible ou qui nie la sensibilité. Mais si en plus on est une femme, c'est particulièrement difficile pour plusieurs raisons. Déjà parce que les femmes progressent moins vite que les hommes, ont des promotions moins fréquentes, moins rapides, moins brillantes que celles des hommes. Elles sont encore moins payées que les hommes à poste égal. Elles sont discriminées dès l'embauche, hein, sauf, alors bien sûr, pour les postes de secrétaire ou de nettoyage ou de gestion des stocks, enfin des choses qui sont de logistique, etc., ou d'assistante, etc. Mais il y a encore dans la tête de beaucoup d'hommes l'idée qu'on ne peut pas euh, placer, ces mots sont tellement ridicules quand on les emploie, mais on ne peut pas employer une femme à un niveau équivalent d'un homme. Je vais vous donner un exemple personnel qui est absolument ridicule et révoltant et horrifiant, et qui concerne mon pauvre père.
italien par son père, espagnol par sa mère, donc vous voyez un peu l'atavisme méditerranéen. Eh bien, mon pauvre père, je dis ça avec beaucoup d'affection, de tendresse et d'amour pour lui, a longtemps pensé que, alors il était professeur d'université, donc maintenant il est à la retraite, mais il a longtemps pensé qu'il n'y a que les hommes qui pouvaient travailler à l'université, que si les femmes, elles voulaient devenir enseignantes, eh ben, elles pouvaient travailler à la maternelle, elles pouvaient travailler à l'école primaire, alors peut-être le collège et encore. Mais vous voyez, et il disait Waouh. ça avec, mais c'est terrible, Et c'est-à-dire que c'était hier. c'est terrible, mais lui, il le pensait sincèrement, c'est-à-dire que il y a cette espèce de conditionnement qui fait que combien d'hommes, dans leur représentation du monde, de la vie, de la relation, pensent que les femmes, elles doivent être à certains postes, mais pas trop, puis on arrête vite fait, parce que, oulala, après, quel danger pour eux. Et alors là, c'est caricatural, et encore une fois, je le dis avec beaucoup de respect et d'amour pour mon père, hein, parce que c'est simplement un exemple de culture machiste qui ont fait tellement de mal aux femmes. Mais dans les entreprises, même si c'est pas aussi caricatural, ça va être ça. Et là, c'est exprimé euh, franchement, mais il y a beaucoup d'hommes qui vont pas le dire. Ils vont le penser, ils vont le mettre en œuvre, mais ils vont surtout pas le dire. Donc, en fait, pour vous les femmes, c'est terrible parce que vous butez beaucoup plus vite que nous les hommes. Et en plus, comme tu le disais tout à l'heure, on vous traite d'hystérique dès que vous n'êtes pas d'accord, parce que c'est même pas... parce que l'hystérie, c'est quoi? L'hystérie, c'est d'exprimer... c'est une névrose d'expression. Hein, donc, c'est d'exprimer les choses un peu plus fort que la moyenne. Donc, c'est pas bien grave, en fait, hein, l'hystérie. Mais quand on traite une femme d'hystérique, c'est une façon de lui dire, excusez-moi, je vais être vulgaire, mais de lui dire, pauvre conne. C'est ça, c'est lui dire, tais-toi. Hein, c'est encore dire, sois belle et tais-toi. Tu es là pour faire la potiche, mais on ne veut pas que tu sois intelligente et que tu t'exprimes. Alors surtout si tu y mets un peu d'animation, un peu de vie, un peu d'émotion, si tu hausses la voix, alors là c'est trop pour nous hommes basiques qui ne supportons rien. Voilà. Donc et là ce sont que quelques exemples parmi tant de ce que vous les femmes vous souffrez dès enfin, je ne sais pas si c'est le cas à la fac ou dans les écoles après le bac, mais ou après, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle en Suisse, quand on a fini le lycée, comment ça s'appelle déjà? Alors, moi, je suis plutôt française, donc je ne connais pas forcément tout le Ah système d'accord, non plus d'accord. suisse d'éducation. Mais en tout cas, oui, après, moi, j'ai fait une prépa, par exemple, en France, une classe Et est-ce que préparatoire. déjà à partir de la prépa, tu as senti la misogynie? Est-ce que déjà des choses se mettaient en place ou est-ce que c'est Alors, uniquement dans l'entreprise? honnêtement, je l'ai moins senti. Par contre, en entreprise, oui, beaucoup plus. Ça a été Voilà. un petit peu le. Et encore, quand j'étais jeune, peut-être moins, mais plus j'ai monté dans la Et hiérarchie, voilà. plus à la fin, je me suis sentie quand même isolée dans ma sensibilité. Heureusement, j'ai eu pendant longtemps quelqu'un de très, très sensible qui a été mon boss. Et dès qu'il est parti, finalement, quand on a été mal habitué, bah là, ça a été un choc de voir la personne d'après. Et là, ça a fini d'achever mon ah non, c'est plus pour moi. Oui. Donc j'ai eu de la chance. C'est pour ça que je pense que je suis restée 15 ans. C'est que cette personne a vraiment compris ma sensibilité, lui-même en ayant une, hein, mais qu'une fois que ce truc-là était fini, c'est un petit peu la grande parenthèse enchantée. Il y a aussi le ah bah ça peut être encore pire que ça. Ok, Oui. alors non. Mais effectivement, c'est intéressant. Et je me disais aussi, est-ce qu'il y a des métiers particulièrement pour les hypersensibles où tu les as vus un petit peu plus en dehors de l'entrepreneuriat, où on a dit que c'était important, se sentir plus libre ou mieux, ou finalement ça dépend de chacun? En fait, ça dépend de chacun. Mais au début, j'ai cru que oui, il y avait des métiers qui étaient plus favorables à la sensibilité D'accord. élevée, comme les métiers artistiques, les métiers de Mhm. communication, les métiers de soins, que ce soit médicaux, paramédicaux, thérapeutiques, etc., les métiers dans la nature, les métiers avec les animaux, les métiers avec les enfants. Mhm. Donc on pourrait dire que oui, en grande partie, ou les métiers de communication, peut-être que je l'ai déjà dit. Oui. Euh, on pourrait dire que oui. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des personnes hautement sensibles dans tous les métiers. Dans tous les métiers, et il y en a qui s'en sortent très bien, même dans des métiers qui sont apparemment pas faits, qui sont pas favorables, plus favorables que d'autres à la sensibilité élevée. Et puis, dans des métiers où on croyait que, comme l'enseignement, le métier de soins, etc., où on a vu des personnes insensibles ou peu sensibles, très dures, donc créer des environnements de travail à l'hôpital, par exemple, hein, Mhm. Mhm. ou même dans les métiers dans la nature, etc. Donc, finalement, ou dans l'éducation nationale, dans les métiers d'enseignement en général, quoi. Donc finalement,
c'est pas si simple que ça. Je crois que c'est à nous de créer un environnement de travail qui nous correspond, pour le métier qui correspond, comme tu le disais très bien, à notre mission de vie, à notre rêve. Et puis, peu importe le domaine d'activité, c'est ce que nous faisons de notre métier et de nos conditions de travail qui est le plus important. Alors, je voulais aussi, avant qu'on parle peut-être d'aller plus loin avec d'autres livres, qu'on finisse sur une note, alors positive ou pas, c'est toi qui vas nous donner le ton, sur l'avenir du travail pour les hypersensibles. Et moi, ce que je me suis rendu compte, c'est, mais mon Dieu, si finalement l'entreprise nivelait absolument tout sur les hypersensibles qui ont besoin d'humanisation du travail, il y a une totale déshumanisation en ce moment du travail et ça ne va pas de mieux en mieux, au contraire, ça va de pire en pire, etc., un petit côté plus créatif, plus artistique. Si tout était nivelé à ce niveau-là, finalement, est-ce que ça, c'est pas extraordinaire pour tout le reste de la population, sachant que ce sont les personnes les plus sensibles? Oui, tu as raison. Tu as raison. Alors déjà, moi, je suis très optimiste. Ça ne m'empêche pas d'avoir des coups de blues quand j'entends des choses terribles qui se passent en entreprise ou dans le monde d'ailleurs. C'est-à-dire que je suis impacté par les mauvaises nouvelles, comme toute personne ultra sensible. Mais je suis quelqu'un de très optimiste et je crois que vraiment on est en train de créer un monde différent grâce justement à l'expression de notre sensibilité et de nos sensibilités élevées dans leur singularité, que justement ce grand raz-de-marée qui a lieu là, depuis quelques mois concernant la sensibilité élevée, c'est très bon signe, même s'il y a un peu cet effet Barnum où il y a des personnes qui ne sont pas forcément de sensibilité élevée, qui se reconnaissent dans le mouvement de la sensibilité élevée. Moi, je dis bravo, Tant mieux. parce que de Alléluia. toute façon, tout le monde a à y gagner. Même si une Absolument. personne est, on va dire, plus ou moins moyennement sensible et qu'elle commence à s'intéresser à la sensibilité élevée et à trouver en elle des choses qui peuvent y ressembler, ben peu importe, parce que comme de toute façon, toi, moi et tant d'autres, nous faisons tout pour valoriser la sensibilité et donc, à plus forte raison, la sensibilité élevée, tout le monde va en bénéficier. Et moi, Absolument. je fais énormément pour que ça commence dès la famille, dès la naissance, puis l'école maternelle, l'école primaire, le collège, le lycée et l'université ou les écoles, c'est-à-dire, et puis après l'entreprise, et puis bientôt le monde politique, c'est-à-dire que la sensibilité a besoin d'être remise au cœur de nos vies et que c'est en revalorisant complètement la sensibilité qu'on va pouvoir s'en sortir finalement de cette succession de crises économiques, sociales, politiques, sanitaires, etc., qui ne sont là que pour finalement nous réveiller Ah, en nous disant attention, ce monde de moins en moins humain a besoin de redevenir humain. Donc ouvrez vos cœurs, ouvrez vos consciences, mangez mieux, comme tu le disais tout à l'heure, c'est important aussi. Soyons en lien. Alors c'est ça que je voudrais dire aussi comme message positif et favorable à la fin, c'est nous, personnes hautement sensibles, soyons en lien. Et merci du fond du cœur, Sandrine, de faire ce genre d'entretien parce que c'est déjà du lien entre toi et moi et toutes les personnes qui vont nous écouter. Nous sommes en lien. Et donc, nous pouvons créer des nouvelles façons de travailler qui respectent la sensibilité en général et qui respectent nos sensibilités élevées en particulier. Que ce soit à notre compte, en étant indépendante et indépendant, mais aussi, moi, je rêve d'entreprises libérées, ultra sensibles. Je rêve qu'on crée des entreprises spécialement pour tous les atypiques, personnes hautement sensibles, personnes haut potentiel, multipotentielles, autistes, dyslexiques, Asperger, tout. tout, Ouais. voilà, qui est ce foisonnement d'atypisme qui va être d'une créativité extraordinaire dans les entreprises, les associations, les administrations, dans la culture, en politique, etc., dans le soin aussi, parce que justement, comme tu le disais, nous sommes le ferment. Nous sommes le ferment d'un nouveau monde, et ça, moi, j'y crois beaucoup, je ne suis pas le seul, il y a beaucoup de personnes hautement sensibles qui y croient aussi. Nous sommes le ferment d'un nouveau monde, nous sommes les créateurs, les pionnières et les pionniers, donc les créatrices et les créateurs, les pionnières et les pionniers d'un nouveau monde. Et ce que nous faisons là est déjà en train de créer une nouvelle façon de vivre ensemble, donc de travailler ensemble, d'œuvrer ensemble. Et moi, je suis sûr que c'est ce monde-là qui va continuer. Et que l'ancien monde, que ce soit des pandémies, des crises économiques ou politiques, l'ancien monde va dépérir d'une façon ou d'une autre. Donc ne nous accrochons pas aux vieilles façons de faire, créons dès aujourd'hui des nouvelles façons de vivre ensemble, de travailler ensemble, d'œuvrer ensemble, grâce à la sensibilité et surtout la sensibilité élevée.
Alors, merci pour ton message. Moi, je suis une ultra optimiste. Je ne sais pas si on peut le dire. Donc, Si, si. j'adore, j'adore ce message. Et c'est vrai que la dernière fois, j'avais adoré notre conversation et j'ai adoré encore cette conversation aujourd'hui. Et Merci, Sandrine. je me démènerai pour continuer. Là, hier, j'ai encore reçu des super messages par rapport à certaines vidéos alors que je viens de commencer pour me dire, mais tu as libéré quelque chose en moi, dans ma sensibilité, dans mon introversion. Alors, je me dis, bah, il faut juste continuer. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Et si on veut continuer à lire, se nourrir sur le sujet de la sensibilité ou l'ultrasensibilité au travail, je crois que tu as écrit un livre à ce sujet. Oui, alors je voudrais vous recommander 3 livres en fait pour poursuivre cette réflexion en commun. Le premier, effectivement, s'appelle Ultra sensible au travail. Ultra sensible au travail, puisque moi je préfère le mot ultra sensible. Je les remettrai en dessous de la vidéo aussi pour que tout le monde ait le lien sur Amazon. Qui est paru chez Erol et qui est un guide pratique avec une alternance de tests, de témoignages, d'exercices, d'illustrations humoristiques. C'est vraiment pas un livre sérieux. Moi, j'aime pas le sérieux. Donc, j'aime les couleurs, j'aime la vie, j'aime tout ce qui pétille. Donc, c'est un livre qui peut être un peu déroutant pour les personnes qui voudraient un livre sérieux parce que c'est un livre de jeu finalement, enfin de jeu pour le travail, mais on fait des exercices, on réfléchit, on fait des tests, etc. On met en pratique, on rigole un peu avec les illustrations humoristiques pour alléger les difficultés qu'on a au travail. Donc, ça s'appelle Ultra sensible au travail et c'est chez Erol. Après, sinon, la lettre ouverte aux âmes sensibles qui veulent le rester, ça c'est le dernier livre que j'ai écrit, la lettre ouverte aux âmes sensibles qui veulent le rester. Pourquoi ? Parce que c'est un manifeste qui va dans le sens de ce que j'ai dit à la fin, que nous, personnes hautement sensibles, nous sommes les pionnières et les pionniers d'une nouvelle façon d'exister, de vivre ensemble. Et donc, c'est un petit livre facile à lire avec les dernières recherches scientifiques. Tout est très optimiste, tout est très encourageant avec quelques exercices différents de ceux du livre dont j'ai parlé avant. Des petits exercices pratiques à la fin. Tout ça pour nous rebooster, pour retrouver confiance en nous avec notre sensibilité élevée, pour y croire et y croire ensemble. Et puis, Génial. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore lu le roman À fleur de peau, voilà, donc c'est peut-être l'entrée la plus facile de lire un roman qui est une histoire vraie, parce qu'en fait, je me suis inspiré de témoignages de femmes et d'hommes, donc surtout de certaines femmes pour créer le personnage de Flora. Mais comme c'est un roman, c'est une histoire, c'est vite lu, facile à lire, et ça met dans une espèce de bonne ambiance, de bonne humeur. Voilà, donc c'est les 3 livres que je recommanderais. Après, évidemment, il y a des livres plus sérieux, plus approfondis pour les personnes qui voudraient connaître la sensibilité élevée. Mais ces livres-là sont bien connus, c'est ceux d'Hélène Aron. Et puis, l'hypersensibilité pour les nuls que j'ai écrit chez First avec Cédric Vitali. D'accord, super. Bon, en tout cas, merci, c'était encore très, très, très instructif. En plus, j'aime bien parce que tu repars parfois des éléments historiques. Comme tu disais, on est passé à un moment donné avant d'une société presque matriarcale où les sensibilités étaient reconnues. On est revenu en arrière, donc j'imagine qu'on va repartir en avant. Voilà. En fait, ce n'est que fluctuation puisqu'on est vivant. Mais cette interview était une belle illustration. Et puis, je te souhaite plein de bonnes choses pour l'Observatoire de la sensibilité. Et j'adore finalement inviter des hommes parce que je pense que quelqu'un comme toi peut très très bien parler de la sensibilité féminine et que c'est d'autant plus beau quand c'est fait par un homme. Donc merci. Merci Sandrine, merci du fond du cœur et bonne continuation dans tout ce que tu fais pour la sensibilité. C'est super. Merci infiniment. Merci beaucoup et au revoir à tout le monde. Au revoir. Alors, si tu as aimé cette interview, n'hésite pas à mettre des commentaires ou des questions sous la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et utilise la cloche de notification pour recevoir régulièrement tes vidéos d'experts. Bye bye, héroïne!